En 2007, Madeleine McCann a disparu de la villa de vacances dans laquelle sa famille séjournait au Portugal. Après plus d'une décennie de tristes incertitudes et de recherches angoissantes, l'affaire Madeleine McCann a pris un tournant dramatique. Dans une découverte spectaculaire qui a surpris le monde entier et donné une lueur d'espoir à la famille McCann, les autorités ont annoncé la nouvelle choquante que l'enfant perdu depuis longtemps a finalement été retrouvé. Cela met un terme à un mystère qui a captivé le cœur et l'imagination de millions de personnes dans le monde entier. Participez avec nous à l'enquête sur les récentes découvertes concernant Madeleine, qui ont eu lieu après une période de 17 ans. Cette récente révélation sur le mode de vie de Madeleine a donné lieu à plus d'hypothèses que vous ne pouvez l'imaginer. Le public s'intéresse de près aux histoires troubles qui entourent la disparition de Madeleine depuis très longtemps. Nous sommes sur le point de nous y plonger, alors préparez-vous. Aperçu de ce qui s'est passé. Le 3 mai 2007, la famille McCann est en vacances au Portugal avec un groupe d'amis. Comme beaucoup d'autres parents, les McCann ont couché leurs 3 enfants dans leur appartement avant d'aller manger dans les environs, en veillant à les surveiller fréquemment. C'est à 10 heures du soir que Kate McCann se rend compte de l'absence de sa fille Madeleine. Cette révélation a suscité une vague d'effroi qui a entraîné des recherches dans toute la station balnéaire. La petite enfant n'a pu être retrouvée malgré les recherches rapides qui ont été menées, ce qui a marqué le début d'une enquête longue et difficile qui s'est poursuivie pendant des années. Presque immédiatement, l'affaire a suscité l'intérêt du monde entier, et les médias du monde entier ont couvert chaque nouveau développement. La famille McCann fait l'objet d'un examen minutieux, bien qu'elle bénéficie d'une grande sympathie de la part du grand public. Alors que certaines personnes remettent en question leur décision de laisser leurs enfants seuls, d'autres spéculent sur les détails de la disparition de Madeleine. Les autorités portugaises ont d'abord eu l'impression qu'elle s'était égarée ou qu'elle avait été enlevée par un inconnu. Néanmoins, l'enquête a pris un tour contentieux lorsque les McCann eux-mêmes ont été désignés comme suspects dans le cadre de l'enquête. Cet incident a considérablement modifié le cours de l'enquête, ce qui a entraîné une perte de temps considérable, même si les autorités ont par la suite mis fin à l'enquête. Au fil du temps, un certain nombre de pistes et de spéculations ont vu le jour, notamment des histoires selon lesquelles Madeleine aurait été vue dans divers pays et des rumeurs totalement dénuées de fondement concernant des réseaux de traite d'êtres humains. Outre l'engagement de détectives privés et l'implication des autorités, des médiums spirituels ont également apporté leur contribution. Les autorités portugaises ont réexaminé l'affaire en 2011 et, peu après, Scotland Yard, au Royaume-Uni, a lancé sa propre enquête, baptisée Opération Grange. Bien qu'une quantité importante de travail ait été consacrée à l'étude, aucune réponse concluante n'a été trouvée. L'élément le plus irritant du problème est l'énorme volume d'informations trompeuses. Régulièrement, il semble qu'une nouvelle découverte soit faite qui pourrait apporter une solution au mystère qui entoure l'affaire. Outre le réexamen des preuves médico-légales et l'interrogatoire d'un plus grand nombre d'individus, des allégations selon lesquelles Madeleine ou d'autres personnes lui ressemblant auraient été aperçues ont été formulées. À chaque fois, l'optimisme renaissait, avant de s'effondrer une fois de plus lorsque l'enquête s'arrêtait complètement. Malgré le fait qu'elle voyageait dans un environnement chaotique, la famille McCann n'a jamais faibli dans sa conviction que leur fille était toujours en vie. Ils ont réussi à garder leur optimisme malgré les progrès qui se produisaient autour d'eux. La possibilité que Madeleine McCann ait été retrouvée est un événement capital et inattendu qui s'est produit près de 20 ans après sa disparition. L'idée que la vérité puisse enfin être révélée après un laps de temps considérable déclenche une gamme complexe de sentiments. Ces sentiments comprennent le soulagement, la tristesse et l'anxiété. Il est possible que la famille McCann obtienne enfin des réponses aux questions qu'elle se pose depuis très longtemps. Étant donné que le temps perdu ne peut être récupéré, cette solution potentielle s'accompagne de regrets. La crainte qu'il ne s'agisse d'une autre fausse indication est à l'origine de l'anxiété persistante que l'on éprouve. L'événement le plus récent qui a suscité l'enthousiasme est la découverte de Christian Bruckner, un Allemand qui est actuellement détenu en prison pour un autre crime. Ce nouveau suspect, c'est qui exactement? Les atrocités de Bruckner. Madeleine a disparu de la région de l'Algarve, au Portugal,
Où vivait Bruckner? Un criminel connu ayant un casier judiciaire dans plusieurs pays européens. Les autorités allemandes l'ont désigné comme suspect en 2020. Les enquêteurs ont recueilli des preuves le reliant au lieu de la disparition le soir même. Pourtant, la route a été longue pour reconstituer la chronologie et rassembler suffisamment de preuves pour étayer les affirmations relatives à son implication. L'aspect le plus remarquable de ce dernier développement est l'apparition de données complémentaires qui contribuent à étayer l'hypothèse de l'enlèvement de Madeleine. Une autre preuve de sa présence dans la région est fournie par ses relevés téléphoniques qui montrent qu'il a été contacté le soir de la disparition de Madeleine. En fouillant les maisons liées à Bruckner au Portugal et en Allemagne, les enquêteurs sont constamment à la recherche de nouvelles preuves. Ces recherches visent à identifier tout indice physique lié à Madeleine ou à valider l'implication de Bruckner dans le crime. Nombreux sont ceux qui pensent que ce nouveau suspect offre la première théorie raisonnable depuis des années. Les antécédents judiciaires de Bruckner, sa proximité et les preuves circonstancielles suggèrent qu'il pourrait être à l'origine de la disparition de Madeleine. Malgré ces développements encourageants, un obstacle de taille subsiste. Dans le cas présent, ces difficultés semblent étouffer la liberté d'enquête. Ces affaires exigent des preuves solides et, en l'absence d'un corps ou de preuves médico-légales claires, il pourrait être difficile de prouver avec certitude la culpabilité de Bruckner. Mais la révélation éventuelle de Madeleine ou l'identification de son ravisseur constitue un tournant décisif dans le récit de cette affaire. Cela oblige la société à examiner les conséquences générales de la disparition de Madeleine ainsi que les révélations sur l'application de la loi, les enlèvements d'enfants et l'influence des médias sur l'opinion publique. Les défis de l'enquête. L'un des principaux résultats de la découverte de Madeleine est l'attention qu'elle suscite sur les difficultés et les contraintes auxquelles se heurtent les recherches à l'échelle mondiale. Le manque de collaboration entre le Portugal et le Royaume-Uni a sérieusement entravé l'enquête au cours de la période qui a suivi la disparition de la jeune fille. Les barrières linguistiques, les systèmes juridiques distincts et les approches différentes de la recherche ont entraîné des retards et des pertes d'opportunités. Dans ce scénario, l'influence des médias est vraiment cruciale. Dès le début, la disparition de la jeune fille a fait l'objet d'une couverture médiatique internationale et les médias ont minutieusement examiné chaque nouvelle information. Ce degré d'analyse plus élevé présente à la fois des avantages et des inconvénients. Toutefois, il a permis de garantir que son histoire reste pertinente dans les dialogues publics, empêchant ainsi l'oubli de la part du public. Les initiatives de sensibilisation du public, y compris les célèbres affiches « Trouvez Madeleine », ont connu une certaine notoriété dans le monde entier. À l'inverse, l'attention soutenue des médias a également favorisé les suppositions générales et les reportages souvent exagérés. La famille McCann a fait l'objet d'une attention constante de la part des médias. Certaines sources ont affirmé à tort que leur réputation avait été ternie et qu'une souffrance émotionnelle considérable en avait résulté. Les effets personnels possibles de cette découverte pour les McCann sont vraiment importants. La perspective que leur fille ait enfin été retrouvée suscite chez eux un mélange de bonheur et de chagrin. Bien qu'ils croient toujours que Madeleine a survécu, ils ont enduré la douleur prolongée de ne pas connaître son avenir. Quelle que soit la tristesse, une résolution peut donner un sentiment de finalité. S'il est confirmé que Madeleine a été retrouvée, sa famille connaîtra un bouleversement émotionnel majeur. Le processus de guérison devrait être long et difficile, même si la recherche de réponses est presque terminée. Par ailleurs, cette affaire illustre de manière étonnante l'impact continu de l'espoir. Le monde attend des réponses depuis 17 ans. Pendant cette période, les McCann ont constamment maintenu leur volonté et n'ont pas abandonné. Le maintien de l'enquête a beaucoup dépendu de leur volonté, soutenue par l'opinion publique et l'attention de la communauté internationale. La volonté inébranlable de Madeleine a finalement abouti à la justice. La longévité de son cas est la preuve de la nécessité d'une recherche tenace des personnes disparues, indépendamment du temps qui passe. Cette situation illustre amplement la simplicité avec laquelle les enfants peuvent être ciblés et enlevés. De nombreuses familles ont modifié leur protocole de sécurité à la lumière de la disparition de l'enfant.
en particulier lorsqu'elles voyagent. Cette disparition a également sensibilisé la population aux menaces que font peser les prédateurs et la traite des enfants. S'il s'avère que Bruckner est effectivement responsable, ses antécédents judiciaires pourraient susciter des appels en faveur d'un contrôle plus approfondi des déplacements transfrontaliers des délinquants et d'un contrôle plus strict de leurs activités. En outre, la réaction du public à la découverte probable de l'enfant devrait relancer le débat sur la justice pour les personnes disparues depuis longtemps. En particulier lorsque le temps passe et que la couverture médiatique diminue, les proches des personnes disparues se battent souvent pour que les circonstances de la disparition de leurs proches restent connues du public. La famille a eu de la chance à cet égard, car elle a bénéficié d'un degré d'attention anormalement élevé, ce qui n'est pas le cas de toutes les familles. Conséquence de l'exposition au public. Le résultat possible de ce scénario pourrait accroître la sensibilisation du public aux recherches en cours, de personnes disparues et apporter un soutien supplémentaire à d'autres situations de personnes disparues depuis longtemps. L'une des principales caractéristiques de ce cas est sa capacité à inspirer la société mondiale à se confronter au concept d'espoir face à des problèmes exigeants. L'espoir a perduré au fil des ans grâce à des apparitions sporadiques de jeunes comme l'enfant disparu, grâce à la détermination de ses parents, Kate et Jerry McCann, et aux activités d'investigation. Des solutions prometteuses ont été trouvées, mais elles ont finalement été déçues. Les recherches en cours ont été grandement motivées par leur conviction inébranlable que leur fille pourrait encore être en vie. Leur choix de rester sous les yeux du public tout au long de cette période difficile a été une bénédiction, mais aussi une épreuve et la charge émotionnelle d'être ainsi exposée pendant une longue période de temps. Bien que la famille McCann ait fait l'objet d'une grande attention de la part des médias, ce qui a permis au public de rester informé, il est arrivé que de fausses accusations et des spéculations injustifiées en découlent. Malheureusement, les parents d'enfants disparus sont parfois considérés avec méfiance en raison de leur proximité avec les circonstances. Souvent, la société ignore le fait que les parents se livrent à des actes aussi odieux. Les discussions publiques peuvent donc être faussées par les émotions plutôt que fondées sur une analyse logique. Le cas de Madeleine McCann a révélé que la grande couverture médiatique de sa disparition a eu des effets à la fois bénéfiques et négatifs. Elle a permis à des personnes du monde entier d'assister à sa représentation et à son récit, ce qui l'a aidé à se faire connaître dans de nombreux pays. Ce degré d'attention mondiale dans les cas de personnes disparues est rare et a certainement contribué à maintenir l'attention du public sur le cas de Madeleine plus longtemps que la plupart des autres. À l'inverse, certaines couvertures médiatiques motivées par les tabloïds diffusent de faux faits, des rumeurs et des spéculations comme s'ils étaient exacts, ce qui sème la confusion et détourne l'attention tout au long de l'enquête. Le sensationnalisme, y compris les théories du complot et les accusations infondées, a inondé l'affaire McCann, jetant un nuage de fausses informations qui, à certains égards, a entravé la recherche de la vérité. En outre, il ne faut pas minimiser l'impact de l'Internet. L'émergence des médias sociaux et des forums en ligne a coïncidé avec la disparition de Madeleine, de sorte que les gens ont pu aborder la question sous un angle nouveau. Si certains groupes en ligne diffusent de fausses informations ou défendent des idées infondées, d'autres tentent de maintenir la chasse active en partageant des mises à jour et des pistes probables. Les détectives amateurs et les théoriciens de la conspiration qui examinent de près les méthodes d'investigation numérique ont accordé une grande attention à la question. Grâce à cette tendance de l'ère numérique, les personnes utilisant des ordinateurs ou des téléphones portables peuvent mener des conversations en direct sur les recherches en cours, ajoutant ainsi de la complexité au cas de personnes disparues. La participation du public peut apporter de nouveaux points de vue précieux, mais elle peut aussi masquer des informations vitales et détourner l'attention de pistes fiables. L'aspect mondial de la recherche de Melina révèle également les différences entre les pratiques des forces de l'ordre d'un pays à l'autre. Les autorités portugaises ont été attaquées pour leur gestion des premières étapes de l'affaire, notamment en raison du rythme de leur correspondance avec les organisations étrangères concernant l'enlèvement. De même,
Les autorités britanniques chargées de l'application de la loi ont été confrontées plus tard à leurs propres difficultés. La prise en charge de certains aspects de la recherche a révélé d'importantes différences culturelles et méthodologiques entre les deux services répressifs, ce qui a provoqué des conflits et des retards dans le projet. Au fil des ans, ce scénario a mis en évidence le besoin critique d'une coopération mondiale accrue et de meilleurs protocoles dans les cas de personnes disparues, en particulier ceux qui impliquent des frontières internationales. Les enlèvements d'enfants, en particulier ceux qui concernent les frontières, posant des problèmes spécifiques. Les forces de l'ordre se battent souvent pour coordonner les opérations. Entre plusieurs juridictions confrontées à des défis tels que des lois disparates, des barrières linguistiques et des programmes d'enquête différents qui entravent la coopération. L'affaire McCann a attiré l'attention sur ces questions et sur l'inquiétude des familles d'autres enfants disparus, qui craignent que des indices importants ne soient négligés. Bien que des progrès aient été accomplis pour encourager la coopération mondiale, les difficultés persistantes rencontrées pour résoudre ce problème nous rappellent qu'il reste encore beaucoup à faire pour garantir le retour rapide des enfants disparus, où qu'ils se trouvent. La situation actuelle a beaucoup à voir avec la participation de la puissance allemande. Concentrons-nous à présent sur le véritable point de départ de tout cela. Il y a peut-être là une part de vérité. Comment tout a commencé? Le jeudi 3 mai 2007. Les vacances de la famille étaient presque terminées. Madeleine a demandé pourquoi elle avait manqué la séance de pleurs d'hier soir avec mon frère et moi pendant le petit déjeuner. Ses parents se sont inquiétés de savoir si cela signifiait que quelqu'un était entré dans la chambre des enfants après sa disparition. Sa mère a également vu une grosse tache brune sur le haut de pyjama de Madeleine. Après avoir passé la matinée au club pour enfants du complexe, la famille a déjeuné dans son appartement, puis s'est rendue à la piscine. Cet après-midi-là, à 14h29, Kate a pris la dernière photo connue de Madeleine, assise à côté de son père et de sa sœur de 2 ans, près de la piscine. Les enfants sont retournés au Kids Club et, à 18h, leur mère les a raccompagnés à l'appartement 5. Leur père s'est finalement rendu à une leçon de tennis. Vers 19h. Les McCann ont mis les enfants au lit. Madeleine dormant dans son pyjama à manches courtes rose et blanc. Bourriquet de Marks & Spencer, entouré de son doudou et de sa peluche, Cuddle Cat, à 20th. Les parents ont quitté l'appartement 5A pour aller dîner avec des amis au restaurant de tapas en plein air situé de l'autre côté de la piscine. De l'appartement 5A au restaurant, la distance directe était d'environ 55 mètres. Cependant, pour se rendre à l'Ocean Club Resort, il fallait d'abord marcher le long d'une rue publique, puis traverser le complexe jusqu'à l'autre côté de la piscine, soit environ 82 mètres. Le sommet de l'appartement était visible depuis le restaurant, mais pas les portes d'entrée. Les portes-fenêtres ne pouvaient être verrouillées que de l'intérieur. C'est pourquoi les McCann les ont laissées fermées, mais non verrouillées, avec les rideaux tirés, afin de pouvoir entrer de cette manière et vérifier la présence de leurs enfants, en haut des marches du patio. Il y avait également une barrière de sécurité pour les enfants et, en base, une petite barrière donnant sur la rue. Le personnel du complexe avait laissé une note dans le livre d'accueil de la piscine demandant que la table avec vue sur les appartements soit réservée aux McCann et à leurs amis à 20h30 pour les 4 dernières nuits de leur voyage. La bande se réunissait désormais régulièrement autour de cette table pour manger tout en gardant un œil sur leur quartier d'habitation. La note indique également que les enfants du groupe dorment profondément dans les appartements, ce qui rassure les parents au moment de partir pour la soirée. Kate McCann a cependant commencé à soupçonner le ravisseur d'avoir vu le message révélant leur emploi du temps normal et le fait que leurs enfants étaient laissés seuls pour un court moment, compte tenu des circonstances de leurs vacances. Cette inquiétude est devenue un grand poids pour elle en particulier. Toutes les demi-heures, les McCann et leurs amis quittaient le restaurant pour s'assurer que leurs enfants étaient en sécurité, jonglant entre leur plaisir de la sortie et leurs devoirs parentaux. Jerry McCann a été la première personne à vérifier directement leur appartement, à savoir l'appartement 5A, verse 21H5. Lorsqu'il est arrivé à l'appartement, il a constaté que les enfants dormaient profondément et que tout semblait en ordre, ce qui était un peu rassurant.
Cependant, en regardant dans la pièce, il a vu quelque chose qui l'a mis mal à l'aise. Il se souvenait bien avoir laissé la porte de la chambre légèrement ouverte lors de sa dernière visite. Mais aujourd'hui, elle était pratiquement entièrement ouverte. Ce petit détail l'inquiéta tellement qu'il ferma presque entièrement la porte avant de retourner au restaurant et de rejoindre la fête. La disparition inexpliquée de Madeleine McCann en mai 2007 a suscité l'intérêt des médias non seulement au Royaume-Uni, mais aussi dans le monde entier, à l'instar de la couverture approfondie de la triste mort de Diana. Princess de Galles, en 1997, les sources d'informations établies et les nouveaux canaux numériques ont commencé à s'intéresser à l'affaire, ce qui a déclenché un tourbillon de spéculation et de sensationnalisme. Alors que la recherche de Madeleine expose ses parents, Kate et Jerry McCann, ceux-ci découvrent qu'ils sont au cœur d'un maelstrom médiatique parfois hostile. De nombreux magazines à sensation et utilisateurs de médias sociaux ont porté des accusations sans fondement contre eux, laissant entendre qu'ils auraient pu être complices de la disparition de leur fille, ce qui les a placés sous le feu des projecteurs. La nature du journalisme à sensation, qui privilégie parfois le sensationnel au détriment du factuel, a aggravé cette surveillance constante et a donné lieu à un récit qui dépeint les McCann de manière négative. Après des années de souffrance et d'humiliation publique, les McCann et leurs compagnons de vacances au moment de la disparition de Madeleine ont poursuivi Express Media en 2008. Ils ont enfin obtenu des dommages et intérêts et des excuses officielles de la part de l'éditeur, qui a reconnu les dommages causés par les fausses accusations et les reportages intrusifs. Pour les McCann, ce triomphe judiciaire a été capital, car il leur a non seulement donné raison, mais a également souligné l'importance de la responsabilité des médias. Compte tenu de la gravité de cette affaire, pensez-vous que les témoins soient suffisamment performants? Rapport des témoins. Dès le début de l'enquête, 7 personnes qui ont vu un homme porter un enfant la nuit en question ont fait l'objet d'une attention particulière. Vers 21h, Tanner est sorti du restaurant pour aller voir sa fille. Elle est tombée sur Jerry McCann sur la rue Doctor. Francisco Gentle Martin au retour de ses contrôles au 905. Les gens ne se souvenaient pas d'avoir vu Tanner, qui s'est même arrêté pour discuter avec un visiteur britannique. Les fonctionnaires portugais étaient perplexes, car la rue était petite et ils ont supposé que Tanner avait peut-être inventé son histoire. Verse 21h15. Madame Tanner a déclaré à la police qu'elle avait aperçu un homme portant un enfant à l'intersection de la rue Dr. Francisco Gentle Martin et de la rue Dr. Agostinho da Silva. L'homme a été vu marchant vers l'est depuis l'avant de l'appartement 5A, près de la chambre de Madeleine. Dans les premières phases de l'enquête, son chemin a été souligné car il menait à la maison de Robert Murat, un Portugais britannique de 33 ans vivant près de l'appartement 5A, qui s'est finalement avéré être la principale personne recherchée. L'homme qui tenait l'enfant portait un pyjama rose pâle avec des motifs floraux et des jambières comme celles de Madeleine. Tanner a décrit l'homme comme étant de type caucasien, avec des cheveux foncés, mesurant près d'1,70 m, avec des traits typiques de l'Europe du Sud ou de l'héritage méditerranéen, et dont l'âge se situerait entre 30 et 40 ans. Tanner a déclaré qu'il ne semblait pas être un touriste et qu'il portait un pantalon doré ou beige et une veste sombre. Enquête et interrogatoire. Selon Kate, Tanner a transmis ces informations aux autorités portugaises juste après la disparition de Madeleine, mais les médias n'ont publié la description que le 25 mai. Plustard. L'association caritative de Madeleine a engagé un artiste médico-légal pour créer une réplique publique de l'homme. Cette réplique a été publiée en octobre 2007. L'observation a attiré beaucoup d'attention car elle a fourni aux détectives une chronologie potentielle de l'enlèvement, leur donnant ainsi l'espoir d'une résolution des événements liés à l'affaire. Cependant, au fil de l'enquête, Scotland Yard a finalement décidé que cette observation n'était qu'une fausse piste destinée à détourner l'attention d'indices plus cruciaux. En octobre 2013, les autorités ont déclaré qu'un visiteur britannique avait été identifié comme étant la personne que Jane Tanner avait vue rentrer à son hôtel après l'accident survenu à l'Ocean Club, après être allé chercher sa fille. Cette révélation était importante car elle montrait que la personne que Tanner avait vue était un père innocent plutôt qu'un kidnappeur.
Scotland Yard a obtenu des photos de la personne portant une tenue soit similaire à celle que Tanner avait rapportée le soir en question, soit identique. La preuve supplémentaire que la rencontre a été mal interprétée est apportée par Liz, imagée qui montre l'individu dans une posture similaire à la description de Tanner. De plus, le pyjama de sa fille, qui correspond au récit de Tanner, corroborait l'exactitude de l'identification. L'enquêteur principal de l'opération Grange, l'inspecteur en chef Andy Redwood, a estimé que la concordance des faits suggérait que l'observation de Tanner n'avait vraisemblablement aucun rapport avec l'enlèvement. Cette conclusion a souligné les nuances de la recherche et l'importance d'une enquête minutieuse pour révéler la vérité dans une affaire aussi connue, car les premiers indices peuvent parfois conduire à une impasse. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, il est apparu clairement que même si, au début, l'observation de Tanner semblait porteuse d'espoir, elle illustrait finalement les difficultés auxquelles sont confrontées les forces de l'ordre pour faire la part des choses entre les pistes fiables et les observations fortuites dans le cadre de la poursuite de la justice. Outre Tanner, un autre témoin est apparu peu de temps après. Autre témoin. Des témoins ont signalé à la Policia Judiciaria plusieurs hommes agissant anormalement près de l'appartement 5A, à la fois le jour de la disparition de Madeleine McCann et avant qu'elle ne disparaisse. Ces résultats ont inquiété les habitants de la région, ce qui a conduit Scotland Yard à suggérer l'idée que ces personnes auraient pu surveiller un enlèvement ou un cambriolage éventuel. Une nette augmentation de l'activité criminelle dans la région, et plus particulièrement une augmentation significative du nombre de cambriolages entre janvier et mai 2007, a également étayé cette idée. Avec 2 cambriolages survenus avant la disparition, dont l'accès par des fenêtres non verrouillées indique une faille de sécurité. La récente augmentation de la criminalité dans l'immeuble d'habitation de McCann est alarmante. Outre les actions douteuses des hommes, plusieurs témoins ont été observés en train d'interagir avec des personnes, demandant de l'argent pour différentes organisations caritatives à proximité de l'unité 5A. Le 20 avril, un homme désordonné a demandé agressivement à une visiteuse dans son appartement, proche de l'unité 5A, de l'argent pour l'orphelinat qu'il prétendait être situé à Espiche. Il s'est avéré par la suite qu'il n'y avait pas d'orphelinat dans cette région à l'époque, ce qui a soulevé d'autres questions concernant les motivations de l'homme. L'agressivité et l'intimidation de l'homme décrites par le témoin ont ajouté au malaise ressenti par les personnes se trouvant à proximité. En outre, le visiteur qui avait réservé l'unité 5A avant le McCann a découvert avec stupeur un homme sur son balcon le 25 ou le 26 avril. Il s'agissait d'une personne polie et soignée qui avait pénétré dans l'espace depuis la rue en empruntant les marches. Fait fascinant. Il a également demandé de l'argent pour un orphelinat, ce qui reflète la rencontre précédente et implique un schéma d'action probable entre ces personnes. Le jour de la disparition, le 3 mai, l'affaire a pris de l'ampleur lorsque 2 hommes ont été vus en train de mener 4 actions caritatives distinctes dans les rues proches de l'appartement 5A. Alors que les résidents et les inspecteurs tentaient de reconstituer les événements qui avaient précédé ce triste incident, cette activité étrange, ainsi que les récits antérieurs de comportements suspects et l'augmentation actuelle des cambriolages, ont accru le sentiment d'anxiété chez les 2 personnes concernées. L'ensemble de ces éléments présente un tableau inquiétant qui soulève des questions sur la sécurité de la région et sur la possibilité d'un comportement criminel qui aurait entraîné la disparition de Madeleine McCann. Le 2 mai, un homme laid aux cheveux blonds a été vu de l'autre côté de la rue de l'unité 5A, gardant apparemment un œil sur le quartier. Cette personne avait également été vue près de l'Ocean Club le 29 avril, ce qui soulève des questions quant à ses motivations. La petite fille des anciens propriétaires du 5A a vu un homme aux cheveux blonds s'appuyer contre un mur derrière les appartements le 30 avril. Elle l'a ensuite rencontré à nouveau le 2 mai près d'un restaurant de tapas où il fixait à nouveau le 5A, ce qui a rendu cette rencontre inconfortable. Elle l'a décrit comme peu attirant, soulignant qu'il avait des défauts sur le visage, ce qui a renforcé son opinion négative à son égard. Il était de type caucasien, âgé d'une trentaine d'années et avait les cheveux courts. Avant qu'elle ne commence à disparaître,
Un certain nombre d'autres observations ont eu lieu dans les jours qui ont précédé la disparition, ce qui a accentué la peur grandissante. Un homme a été observé en train de fixer intensément le bâtiment des McCann, où était garée une camionnette blanche, soit le jour de la disparition, soit avant. Cette observation semble indiquer que l'homme s'intéressait particulièrement à cette zone. On ne saurait trop insister sur l'importance de cette observation, en particulier à la lumière des événements qui ont suivi. Une jeune femme qui se trouvait sur le balcon de l'appartement situé au-dessus du 5A dans l'après-midi du 3 mai a vu un homme sortir par le portail situé en dessous. Il semblait venir d'un appartement situé à l'étage inférieur et elle a observé qu'il regardait prudemment autour de lui avant de fermer silencieusement la grille avec ses deux mains, comme s'il essayait d'éviter d'attirer l'attention sur lui. Ce comportement était étrange et contribuait à l'impression générale de malaise qui régnait compte tenu des circonstances. Un couple d'hommes aux cheveux blonds a été observé sur le balcon de l'appartement 5C, situé 2 portes plus loin que l'appartement 5A. L'observation a eu lieu plus tôt dans la journée. Verse 14-30. Leur présence dans le quartier de l'appartement des McCann est préoccupante, surtout si l'on tient compte des observations continues d'individus qui semblent suspects. Un autre individu aux cheveux blonds a été vu dans les environs du 5A entre le 16 et le 17. Ce qui ajoute à l'impression qu'il y a un modèle d'activité étrange dans la région. À 18 heures, le même homme ou un autre individu aux cheveux blonds a été aperçu dans l'escalier de l'immeuble McCann, ce qui a accentué la panique parmi ceux qui étaient au courant des observations précédentes. Immédiatement après la disparition, à 23 heures, 2 hommes aux cheveux blonds ont été vus dans une rue voisine, en train de discuter à voix haute avec des personnes qui se trouvaient à proximité. Par conséquent, les plans qui ont été exécutés sans préavis étaient encore plus tendus. Théorie et spéculation. De nombreuses hypothèses circulent sur ce qui est arrivé à Madeleine, et de nombreux spécialistes affirment qu'il est possible qu'elle soit encore en vie. Une explication possible de la disparition de Madeleine est qu'elle a été kidnappée et forcée à rejoindre une organisation de trafiquants d'êtres humains. Bien que ses restes n'aient pas été retrouvés au cours des 17 années qui se sont écoulées depuis son enlèvement, il est possible qu'elle soit encore en vie. Étant donné qu'il s'agissait d'une enfant blanche issue d'un pays riche, certains enquêteurs affirment qu'elle aurait été considérée comme une cible de grande valeur tant pour les trafiquants que pour... La situation géographique du Portugal offre aux kidnappeurs des voies d'évasion vers d'autres pays, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de cas de traite d'êtres humains signalés dans le pays. La jeune fille pourrait avoir accidentellement perturbé un cambriolage, ce qui aurait conduit à son enlèvement et à sa mort par ses ravisseurs.